Le 15 janvier 2016, une attaque terroriste se produit à Ouagadougou avec comme cible le restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide. Le bilan est lourd, avec 30 morts et plusieurs dizaines de blessés. Parmi les victimes, la photographe Leila Alaoui et son chauffeur Mamadi Ouedraogo, qui sont en mission pour Amnesty International. Quelques jours après le drame, Aliou Notine de Amnesty International s'est rendu au Burkina Faso pour exprimer sa compassion aux familles endeuillées. Concernant la tragédie qui frappe également Amnesty International avec la mort brutale d'une jeune photographe qui était consultante pour Amnesty International, Leila Alaoui, qui est une photographe de 33 ans, de réputation mondiale, et son chauffeur, Mamadi Ouedraogo, qui est jeune aussi, qui est de 73, avec 5 enfants, qui laisse également une veuve. Donc cette tragédie a totalement bouleversé Amnesty International qui pratiquement pendant 3 jours de suite avec le siège à Londres, le bureau régional à Dakar et ici la section Burkina de Amnesty International qui ont accompagné les deux du début jusqu'à la fin. Effectivement, c'est pour cette raison que je me suis trouvé ici aujourd'hui pour aller assister à l'enterrement de Mamadi Ouedraogo et également présenter les condoléances aux parents et en même temps également au peuple burkinabé. Les djihadistes, c'est des salafistes. C'est une idéologie qui est un tout petit peu un mélange avec le wahhabisme de l'Arabie saoudite et bien sûr celui des frères musulmans, avec effectivement cette sorte de djihad. Vous avez 2 formes de djihad. Ce qu'on appelle la djihad nafs, qui est le djihadisme pacifique fait de prière, de spiritualité, celle de Mahamadi. Et vous avez également cette forme de djihad radicale, violente, avec toutes les terreurs qu'on a vues. Et ces gens, les djihadistes radicaux, mais ils ont beaucoup d'ennemis. Tout ce qui n'est pas djihadiste radical, les soufis, ce sont leurs ennemis. Les sunnites, qui ne sont pas djihadistes comme eux, ce sont les ennemis. Les chiites sont leurs ennemis. Et également tous ceux qui ne font pas partie, bien sûr, de la religion musulmane. La question de fond, quand on prend par exemple nos pays en Afrique, franchement la marque c'est l'impréparation. Nos pays ne sont pas préparés face à une telle menace. Ils ont été surpris. Ils n'ont pas les forces les plus adéquates pour intervenir rapidement, n'ont pas les moyens logistiques les plus adéquats, n'ont pas les ressources humaines. Quand vous voyez par exemple le retard mis à l'intervention ici au Burkina Faso, déjà, ça pose des problèmes. Quand vous allez au Mali sans l'intervention de la France, des États-Unis, mais là aussi vous voyez. Donc la première des questions, comment préparer les gens de manière à protéger les personnes civiles innocentes? Je pense que ça c'est extrêmement important parce que ces groupes, ils réfléchissent, ils construisent leur stratégie. Non seulement ils sont en avance en termes de communication, mais ils sont en avance en termes de stratégie. Ils sont en avance également en termes d'idéal. Vous savez, ils ont un récit qu'ils donnent à cette jeunesse, qui est la jeunesse sénégalaise, qui est exaltant, qui les motive. Et nous n'avons pas une narration capable vraiment de gonfler les gens pour dire « nous, voilà l'idéal pour lequel nous sommes prêts à mourir ». Aujourd'hui, aucun pays n'est capable de s'en sortir tout seul. Moi, j'ai participé à beaucoup de séminaires et j'ai commencé à travailler sur cette question pratiquement depuis 2007, 2008, 2009, quand effectivement les choses ont commencé au Nigeria. Donc, comme une nouvelle menace qui est totalement méconnue, comme on dit, qui est diffuse, et effectivement contre la démocratie, contre les droits humains, contre les libertés fondamentales et contre la paix, tout court. Alors, il faut mutualiser
Bon, ici, il y a beaucoup de théories qui sortent. Hein. Les gens ils disent même qu'il faut mettre un état-major mondial contre, effectivement, le terrorisme. De plus en plus, on voit qu'il y a une mutualisation dans le domaine de renseignement, dans le domaine des moyens, dans le domaine même de l'intervention sur place. Parce qu'en fait, ceux qui frappent ici sont les mêmes qui frappent aux États-Unis, qui frappent ailleurs. Hein. Donc, c'est une espèce d'hydre à 1000 têtes, absolument difficile à saisir et qui renaît souvent de ses cendres. C'est ça le problème de fond. Dès que les États sont fragiles, comme ce qui s'est passé ici, dès qu'ils sont fragiles, dès qu'on est dans l'entre-deux, à partir de ce moment-là, ils interviennent. Ce qu'il faut, c'est de s'organiser, de mutualiser les forces pour voir comment on peut procéder vraiment au contrôle des frontières. Les Africains n'ont qu'à tirer les leçons pour travailler à construire leur propre indépendance dans ce domaine. Avoir du volontarisme, ne pas quand même rejeter la coopération internationale dans ce domaine, c'est important pour ceux qui ont de l'avance, qui ont de l'expérience, qui ont les compétences, qui ont les moyens. Mais franchement, il faut que les États, c'est pour ça que nous avons dit l'urgence, justement, d'un sommet, y travailler et ne pas attendre effectivement que les pays tombent un par un et qu'on les compte. C'est une responsabilité absolue des leaders de l'Afrique de l'Ouest et d'autres pays, Afrique centrale, aujourd'hui, vraiment de travailler parmi les priorités, la protection des populations civiles. Parce que ceux qui sont tués, ceux qui sont victimes de cette nouvelle forme de criminalité qui est lâche, il faut absolument le dire, mais ce sont des personnes civiles qui sont totalement désarmées, qui sont dans des situations où ils ne s'attendent pas à ce genre de choses. Donc, les États qui sont responsables quand même de la sécurité des biens et des personnes doivent absolument prendre toutes les mesures les plus appropriées dans l'urgence pour faire face à ce nouveau phénomène. Et également travailler à mobiliser les esprits pour que chaque citoyen, je dirais africain ou ouest-africain, prenne sa part de responsabilité dans cette affaire. Vous avez maintenant ceux qui font la révolution. Vous avez le ballet citoyen, vous avez Y'en a marre, Félimbi, qui restent et qui disent, nous, on se bat. Même des fois, ils disent, ben, on va créer un nouveau type de citoyen, ce qui est fantastique. Donc, qui organise la résistance par rapport, effectivement, à des régimes qui sont devenus complètement pourris. Et puis, vous avez des jeunes qui, effectivement, nous avons un monde qui est pourri. On leur construit dans leur imaginaire un autre monde pour lequel ils sont prêts à donner leur vie. Et c'est ça, à donner les Boko Haram et autres. Donc, il nous faut analyser ces phénomènes de la façon la plus froide et en tirer les conséquences. Cela aussi, c'est gagner la paix. Gagner la paix, c'est gagner ces jeunes. C'est leur trouver du travail. C'est leur trouver du rêve. Ah oui, parce que si les autres, ils ont un rêve qui, effectivement, les exalte de façon volcanique, mais ça n'a absolument rien avec des gens qui sont là, qui boivent leur thé, qui mangent, etc., mais qui, à part manger, boire, chômer, ils n'ont aucun récit à construire. Pratiquement, quand vous regardez les universités, et c'est ça aussi un grand problème, mais les universités africaines ne travaillent pas sur ces questions qui sont la réalité africaine aujourd'hui. La plupart de la documentation que nous avons sur ces questions que nous lisons, ça vient d'Europe, ça vient des États-Unis, ça vient d'ailleurs. Il y a quelques rares, ce sont des exceptions. Quand nous avons commencé à parler de ces questions, on était pratiquement seuls. Il faut que les intellectuels musulmans le fassent, comme le font les intellectuels arabes. Et puis de dire effectivement que l'islam n'a rien à voir dans cette question, c'est totalement faux. C'est une lecture de l'islam, une certaine lecture, une forme de lecture qui a abouti à cela. Parce que les gens qui le font, ils disent on construit un califat. Ils le font sur la base également d'une théocratie. Ils se font sur une lecture qui est déviante, qui est fausse, qui est manipulée du Coran. Mais c'est ça qu'ils font. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir ça? Et il me semble que ça tarde à venir de la part, effectivement, de notre propre islam, je parle de l'islam.
des Africains, qui est un islam pacifique, qui est un islam tolérant, parmi les islams les plus tolérants, où effectivement nous avons une cohabitation entre les musulmans, les catholiques, entre les prêtres, les imams, les cardinaux. Et chaque fois qu'il y a des manifestations religieuses, les gens y font. Des fois même des cimetières communs où ils sont tous enterrés. Mais c'est ça notre modèle islamique. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.